Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous avons comme invité une femme hors du commun, une femme engagée. Martine Maragou, bonjour. Bonjour Samuel. Commençons par vos études. Oui. Alors, j'ai suivi un cursus très classique puisque j'étais en lettres classiques, donc j'ai passé mon bac ainsi, puis me suis dirigée vers la faculté de lettres, toujours en lettres classiques. J'ai obtenu ma licence et un doctorat en XVIIIe siècle, en spécialité XVIIIe siècle, puisque j'ai étudié le personnage d'Arlequin dans le théâtre de la Foire au XVIIIe siècle. Ok. Et j'ai vu que apparemment vous faites partie de tous les diplômés qu'il y a eu en cette période. Il y a eu seulement 7% Voilà, les de femmes, femmes. à l'époque, j'ose dire, ne représentions que 7% des diplômés, ce qui était peu à l'époque, Ouais. puisqu'aujourd'hui, elles sont, je crois, presque majoritaires dans une université. Donc c'était courageux en ce temps-là quand même. Courageux, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai eu la chance de faire partie de ces 7%. Très bien. Parlez-nous maintenant de votre carrière professionnelle qui, je pense, a été très riche. Alors, riche, oui, puisqu'elle n'a pas été une carrière linéaire. Mes études me destinaient à l'enseignement, ce que j'ai fait. J'ai rejoint l'enseignement et j'ai pratiqué l'enseignement pendant 20 ans, en collège, en lycée et même à l'université. Et puis, j'ai eu la crise de la quarantaine, ça arrive, et j'ai démissionné de l'éducation nationale. Et ça représentait à peu près les 0,1% de gens qui démissionnent de l'éducation nationale. Alors, je ne sais pas à l'époque si c'était de l'inconscience de ma part ou du courage, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai fait. C'était un matin de juin. Et je me suis sentie libérée, sans avoir pour autant un projet bien précis de ce que j'allais faire par la suite. Et quel a été, qu'est-ce que vous avez fait après? Alors, j'ai monté un centre d'orientation et de pédagogie où j'entraînais des élèves à divers concours, les grands concours notamment, en faisant du rattrapage scolaire. Et puis, j'ai eu la chance d'intégrer le CHU de Montpellier, où je me suis occupée du concours des cadres de santé, la partie écrite du concours des cadres. Alors, la personne qui m'avait reçue m'avait dit « Madame, je fais appel à vous parce que j'ai entendu parler de vous. » Mais je dis « Monsieur, je ne connais absolument rien au milieu hospitalier. » Et il m'a dit « Madame, tout s'apprend. » Et je l'ai si bien appris que j'ai été dans divers hôpitaux, notamment à Perpignan. Je suis allée à Perpignan, à Chalon-sur-Saône, à Strasbourg même, où j'ai donc, voilà, très belle ville, très belle ville. D'ailleurs, je me suis vraiment plu dans cette période de Strasbourg. Je conjuguais Strasbourg, Perpignan et Montpellier à la fois. Voilà. Et puis, bon, l'âge de la retraite, disons, est arrivé. Et là, je me suis essayée à la radio, dans une Radio Aviva. Radio Aviva. Parlez-nous justement de la Radio Aviva. Alors, Radio Aviva est une radio locale, associative, généraliste, qui a, je crois, pas mal d'auditeurs semaine, puisque nous sommes un des premiers médias au niveau régional, niveau régional, local. Voilà, c'est une ambiance très intéressante, en tout cas une radio très ouverte qui aborde absolument tous les sujets. Et vous animez quel genre d'émissions, vous, dans votre cas? Alors, les émissions culturelles, sociétales, mais il m'arrive également quelques émissions économiques et psychologiques, puisque j'anime également la Gazette Café, le Café Psy, à la Gazette Café tous les premiers mardis du mois. D'accord, très bien. Donc là maintenant, je voudrais bien qu'on parle de votre vie associative, qui est aussi apparemment très intéressante. Vous faites par exemple partie du Rotary Club. Voilà, alors je suis rotarienne, mais avant d'être rotarienne, j'ai créé un Zonta Club à Montpellier, qui était un club de femmes, réservé qu'aux femmes. À l'époque, donc, c'était en 1988, le Zonta Club Montpellier-Castelnau. Je suis restée quelques années, et puis je crois que la mixité me manquait un peu. Je crois que nous sommes des femmes, mais la société est faite de femmes et d'hommes. Il faudra l'accepter. Il faudra l'accepter, ainsi. Et j'ai donc rejoint le Rotary. Ça fait maintenant de nombreuses années que je suis rotarienne. Je voudrais bien, moi personnellement, je ne suis pas membre du Rotary Club. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai fait quelques recherches, etc. sur Internet. J'ai toujours pas compris quel est l'objectif du Rotary Club. Quel est Alors, voilà. Le Rotary a été créé en 1905
par Paul Harris, c'était au départ un club professionnel, réservé aux professionnels. D'entrepreneurs. Oui, qui était un réseau de professionnels, où nous avions donc, qui est toujours d'ailleurs un réseau de professionnels. Je dis, nous nous entraînons, il y a une amitié entre nous, entre les membres, et ainsi, vous voyez, en ce moment, je suis en train de créer un partenariat Rotary avec la PEC, où nous prenons en charge certains demandeurs d'emploi, des jeunes professionnels demandeurs d'emploi, et nous les aidons en ouvrant nos réseaux à trouver parfois des CDD, parfois des CDI. En tout cas, nous les mettons en contact avec tous les professionnels que nous connaissons, parfois même à l'international. Vous voyez, ça, c'est une action que nous menons en ce moment. Mais il y a un autre volet, qui est le volet caritatif et humanitaire, puisque tous les clubs, j'allais dire de tous les clubs du Rotary international, ont éradiqué par les dons que nous faisons la polio dans le monde. Voilà, nous sommes en passe, il nous reste encore juste un petit foyer de polio où nous avons quelques difficultés à pénétrer dans le pays. Mais nous avons également des échanges entre étudiants, où nous envoyons des étudiants français étudier soit au Canada, soit dans d'autres pays, et nous en recevons. D'accord. Et nous menons des actions caritatives. Ainsi, à Montpellier, je peux vous citer une grande action caritative que nous menons à l'Interclub, qui est le concert annuel, qui est dédié à la recherche fondamentale contre le cancer de l'enfant, avec le professeur Sirvin, où dans une soirée, nous offrons donc à la recherche contre le cancer de l'enfant 20 000 € en une soirée. Pas mal. Voilà. Pas mal. Alors donc nous avons les deux volets, mais les deux volets qui se conjuguent et qui se rejoignent, puisque notre devise c'est servir d'abord. Voilà. Magnifique. Il y a aussi le cercle Combat CRS. Alors ça c'est autre chose. Ça c'est notre partie. Alors c'est une association, le cercle Combat CRS est fait de gens de tous horizons qui un jour ont réfléchi autour d'une table et qui se sont dit, mais ma foi, pourquoi ne pas insuffler un côté, j'allais dire, un peu culturel dans Montpellier, en offrant à nos adhérents des conférences, je crois qu'on peut dire de haut niveau. Donc ces conférences ont lieu le 4e mercredi du mois. Et nous choisissons, avec Florian Mentionne, le président, moi-même je suis la vice-présidente, nous choisissons donc les conférenciers en avant et nous avons une certaine exigence de qualité. D'accord. Voilà, je peux vous donner la dernière conférence si vous voulez. Oui, ça peut intéresser. Alors la dernière conférence a été faite par Daniel Nigoul, qui est un professeur des universités, spécialiste de la mythologie gréco-romaine, et il nous a parlé de la création du monde et des dieux dans la mythologie gréco-romaine. Avouez que je vous fais rêver là, quand même. Oui. Non, mais c'est intéressant parce que j'ai vu, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu d'autres thèmes abordés. Non, il y a eu d'autres thèmes. Nous sommes absolument c'est très éclectique comme sujet. Nous avons eu par exemple les Juifs à Montpellier, un thème qu'a animé Michael Yankou. Nous avons eu également des conférences en mathématiques. Nous avons eu des conférences sur, par exemple, que reste-t-il en 2017 du siècle des Lumières. Ça, c'est Dominique Trière, qui est professeur à l'université de Montpellier, Paul Valéry, qui a animé. Je crois qu'il y a eu même une conférence où elle aura lieu, je ne sais plus, sur les 100 familles de Montpellier. Les 100 familles de Montpellier ont été abordées le mois dernier. Donc vous êtes concerné puisque vous avez votre famille. Alors ma famille est montpelliéraine, tout à fait. Ma famille est montpelliéraine par la branche maternelle. D'accord, très bien. Ça, on va en parler tout à l'heure. Et donc là, je ne sais pas si c'est, je pense que ça doit être il y a un événement que vous organisez, je crois, une fois par an. C'est le Bacchus Combat CRS. Ça, c'est une confrérie bachique. Ah, d'accord. C'est une confrérie bachique où nous buvons du vin, modérément évidemment, et nous remettons, disons, nous intégrons dans cette confrérie certains vignerons ou tout au moins des amoureux du vin. Alors c'est une soirée festive où l'on chante. Tout le monde s'amuse. Tout le monde s'amuse, absolument. Mais autour du vin, c'est la bonne humeur qui règne durant cette soirée. Ce sont des soirées, la plupart du temps, qui se passent au château de Castries. D'accord, très bien. Donc, pour en revenir aux familles de Montpellier, etc. Donc là, vous avez écrit votre premier livre, De vous à moi. Ces aïeux qui nous montrent la voie.
Oui, c'est un travail mémoriel que j'ai effectué et qui vient de paraître, tout à fait. D'accord. Alors, donc, ce livre, je l'ai écrit pendant 1 an. Il m'est venu assez facilement, hein. C'était un livre que j'avais décidé d'écrire à la mort de mes parents pour que ma descendance ait une trace de ces vies qui les ont précédées. Je dis que nous sommes tous des passeurs d'âme. Mes parents étaient des passeurs d'âme. Je suis certainement un passeur d'âme. Et mes enfants seront des passeurs d'âme. Donc, voilà. Donc, je suis partie de ce constat et je me suis dit, il ne faut pas que ces vies qui ont été riches tombent dans l'oubli. Et j'ai donc écrit ce livre que j'ai offert d'ailleurs lors d'un mariage familial à tous mes neveux et nièces, mes enfants, etc., toute ma descendance. Il a été bien accueilli, mais j'en étais restée là. Lorsque j'en ai parlé à un de mes amis universitaires, je lui ai montré ce livre et il m'a dit « Mais Martine, tu ne peux absolument pas laisser ce livre au fond d'un placard. Il faut absolument l'imprimer, le faire paraître. » Et dans mon esprit, il était hors de question d'en faire commerce. Je ne me voyais pas faire commerce de la vie de mes aïeux. J'ai donc offert l'intégralité des bénéfices de ce livre au Rotary. Je suis rotarienne, je l'ai dit tout à l'heure. Je me suis adressée au professeur Jacques Touchon, qui est le spécialiste de l'Alzheimer, et je voyais une signification, puisque ce livre est un travail mémoriel. Je l'ai donc offert à la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Ce qui est très bien. Et est-ce que vous pourriez nous lire le synopsis de ce livre? Bien sûr, je crois d'ailleurs que le synopsis reflète complètement le contenu du livre. Il s'appelle Jules, Roger, Denise, Gabriel, Huguette. Ces aïeux qui font battre mon cœur et qui sont les fondements de notre roman familial. J'ai souhaité leur rendre hommage dans ce livre, rendre hommage à leur engagement, à leur personnalité variée et parfois opposée, mais qui se sont enrichis de leurs différences. Ne les oubliez pas, ils furent ce que vous êtes, des êtres qui se sont aimés, qui guident et éclairent par leur exemple le quotidien de nos vies. Ce sont des passeurs d'âme. La mémoire et l'oubli ont la même origine. Voilà donc le contenu, c'est vraiment un travail mémoriel. J'aime pas dire que j'ai accompli un devoir de mémoire. Ce mot devoir, pour moi, signifie obligation. Ça n'a pas été du tout une obligation, ça a été un plaisir de retrouver finalement toutes ces racines qui font celle que je suis aujourd'hui. Dites-nous comment vous avez construit ce livre. Alors ce livre, je l'ai construit à partir des rencontres amoureuses des 3 couples. Alors, je vais vous en dire un peu plus. La première rencontre amoureuse, c'est celle de mes grands-parents maternels. Ils se sont rencontrés dans un train. Le train qui était l'intérêt local, qui partait de Montpellier, de la gare qui se trouvait à l'époque vers la gare Chaptal, et qui les a conduits à Sète. C'était pour la Saint-Louis. Voilà, ma grand-mère avait perdu une boucle d'oreille. Mon grand-père l'a ramassée, l'a mis dans sa poche et lui a rapporté le lendemain. Avouez que c'est romantique, hein. Ensuite, il y a la rencontre de mes grands-parents paternels dans un petit village aveyronnais de Sévérac-le-Château, village auquel je suis très attachée, et qui se sont rencontrés dans un bal champêtre. Et puis la rencontre de mes parents. Mon père terminait son doctorat en droit. C'était le gala de la faculté de droit, gala annuel, couru à l'époque par toutes les jeunes filles de la bonne société montpelliéraine. Ma mère est arrivée et voilà, l'idylle a commencé. D'accord. Quels sont les personnages qui vous ont le plus marqué? Alors, je crois que, bon, de toute façon, tous les personnages familiaux marquent. Mais je crois qu'il y en a 2 qui m'ont marqué. Il y a d'abord ma grand-mère maternelle qui, pour moi, incarne l'amour avec un grand A. C'était une femme, quand vous la découvrirez, qui s'oubliait au profit de l'autre. C'est, je crois, une femme qui a beaucoup participé à votre éducation. Qui a participé à mes... Je l'appelle d'ailleurs, c'est fut ma fondation. Je crois qu'elle m'a transmis l'amour du prochain. C'était une femme qui était engagée au niveau religieux, qui était une femme catholique convaincue, mais pas une grenouille de bénitier, comme je dis. Elle vivait sa foi et elle la vivait
quotidiennement, au quotidien dans le regard qu'elle portait sur l'autre. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et même de magique des fois. Hein. Magique, tout à fait, tout à fait. Et je crois, je l'appelais Mamiotte, et c'était ce surnom qui me tient. Il n'y avait que moi qui l'employais, ce surnom. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai un profond amour, une profonde affection. Et puis mon père qui était, comme je dis, une grande bibliothèque, parfois écrasante par le poids des volumes qu'elle contenait, mais qui m'a donné, je crois, la persévérance et l'intransigeance dans le travail. Je crois que ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué avec ma sœur, puisque j'ai une sœur, cet amour du travail bien fait et le respect d'un engagement pris. C'est important ça. Ouais. Je crois que c'est important, ce sont les fondements même d'une vie. Il y a même apparemment votre grand-père, si je ne me trompe pas, qui a été prisonnier dans un camp de concentration. Alors c'est mon père. Ah, c'est Mon votre père. père, C'est d'accord. mon père qui a passé malheureusement une année, oui à peu près, dans un camp de concentration que Allemand. Allemand bien sûr, qui était près de Bayreuth. D'ailleurs, je décris ces scènes, le peu que j'en sais parce que j'ai fait des recherches. Ben, vous savez, comme je dis, les rescapés de ces camps étaient peu loquaces. Il y avait, je crois, une souffrance rentrée qu'il ne voulait pas faire partager. Il vivait avec cela. Et mon père m'en a que très peu parlé, sauf à la fin de sa vie, quand j'ai un peu forcé la confidence. Je l'ai fait sciemment devant mon fils aîné et ma petite fille, parce que je trouvais que c'était un moment fort à connaître dans une famille. D'ailleurs, il y a un souvenir pour moi quand mon père s'est mis à parler de ce camp de concentration qui a été très dur puisqu'il a connu des sévices corporels. Il y a le temps qui s'est arrêté, il y a une confusion dans son langage entre le passé et le présent. Il parlait parfois au passé, parfois au présent, et il a terminé en me disant « Ma petite, je ne peux plus, on arrête, je ne veux plus rien dire. » Vous voyez, c'était trop dur. Parce que c'était trop dur, mais pour autant, il s'était engagé, il avait accompli un travail de résilience. Je ne dis pas qu'il était complètement dans le pardon complet, mais en tout cas, il avait entamé une sorte de résilience. Qu'est-ce qu'il a fait pour terminer dans ce camp? Vous savez, quand vous avez 22 ans, que vous partez en STO, qui était le service du travail obligatoire, vous pensez absolument invincible. Et on l'avait affecté dans un laboratoire qui fabriquait, qui approchait certaines recherches pour la bombe atomique que donc Hitler souhaitait à tout prix avoir. Et avec un de ses amis, qui était un universitaire montpelliérain, qui était en médecine alors que papa était en droit, eh bien, ils ont fait sauter ce laboratoire une nuit. Voilà. Donc, et ça lui a coûté très cher derrière. Ça lui a coûté très cher. Et il a résisté. C'est ça qui est merveilleux. Donc, on peut dire que c'était un héros. Je ne dirais pas. Je crois qu'il a accompli son devoir de Français, de patriote. Non, je ne dirais pas qu'il était un héros. Certes, j'ai une certaine admiration par le fait qu'il ait résisté à ce qu'il a vécu. Mais vous savez, je crois que beaucoup de Français furent des héros à cette époque. Comme je dis souvent, cette famille-là que je présente, qui est la mienne, elle aurait pu être la vôtre. Les miens s'appellent Jules, Pierre et Paul, les vôtres se seraient appelés Charles, André, Marie. Mais ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Ce sont ces Français qui ont connu bien ces événements que furent les guerres de 14-18, 39-45. Ce sont ces tranches de vie que l'on retrouve à travers ce livre. Exactement. Là, on va arriver à la fin de l'émission. Comme d'habitude, je demande toujours à nos invités, par rapport à leur expérience, à leur vie, de donner des conseils aux gens qui nous écoutent ou nous regardent. Je pense que votre message va plus s'adresser aux femmes, hein, peut-être un petit peu aux hommes, mais plus aux femmes. Alors vous vous trompez parce que je ne suis pas du tout féministe. Je veux dire que c'est un message que je vais adresser aux femmes et aux hommes, je crois, qui est le même d'ailleurs, parce que c'est l'être humain avant tout. Hein. Je crois qu'il faut accepter ce que l'on est et oser le dire.
Donc, de ne pas avoir de tabou, être dans la transgression positive si on a envie d'accomplir quelque chose. Et l'être humain, je crois, c'est dans cette pleine réalisation qu'il trouve finalement, qu'il trouve sa joie et son bonheur. Si vous voulez, ne subissez pas. Je crois que c'est ça, ne Faire face subissez à pas. l'adversité à tout prix. Oui, à l'adversité ou pas d'ailleurs, hein, mais au moins assumez ce que vous êtes. Et je dirais aux jeunes d'ailleurs aujourd'hui, qui se cherchent un peu, mais osez dire, vous avez plein de richesses en vous. Découvrez-les. Osez dire, voilà, nous voulons faire ça. Et n'hésitez pas à faire des expériences. Tantôt elles seront réussies, tantôt elles ne le seront pas. Mais c'est la vie. Ma vie n'a pas été qu'une suite de réussites. Il y a des échecs, il y a des succès, mais l'essentiel, c'est d'être debout et de continuer. Je crois que c'est ça. Exactement. Merci Martine Maragou. Merci, Mesdames Samuel. et messieurs, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Au revoir.